Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, merci de nous rejoindre pour suivre cette émission très importante sur le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'artisanat. Vous savez que le gouvernement togolais a confié à ce sous-secteur la mission de former les apprenants de qualité, formation professionnelle bien entendu, de qualité, de faciliter leur insertion sur le marché du travail et d'anticiper aussi sur les besoins de compétences dont l'économie togolaise a besoin. Et toute cette vision du gouvernement est consignée dans un document qui a fait l'objet de validation récemment. Et donc nous aurons sur ce plateau les cadres du ministère pour rentrer dans les détails et vous éclairer sur les objectifs, les grands axes de ce document très important qui est un document d'orientation. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors pour parler de ce document très important de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, j'ai deux cadres du ministère sur ce plateau, de ma droite vers ma gauche. Madame Colette Adjognon, elle est la conseillère juridique du ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir fait le déplacement de la télévision togolaise. C'est moi qui... À ma gauche, j'ai le directeur de la recherche, de la stratégie et de la planification, la DSRP. C'est une direction très importante qui joue un rôle clé dans la mise en œuvre donc, de cette stratégie. J'ai à ma gauche le directeur de la recherche, de la stratégie et de la planification, la DSRP, une direction très importante qui joue un rôle clé dans la conception, qui a joué un rôle clé dans la conception et qui va continuer de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre donc, de cette stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. J'ai M. Wolou, monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel Toyi. Merci d'avoir fait le déplacement de la télévision togolaise. Merci de nous avoir invités. C'est ça. Vous donne l'occasion encore de parler de l'UTFP. Tout à fait. Alors, je le disais, hein, le ministère a procédé avec l'appui de l'UNESCO à la validation sociale de ce document très important dont nous allons parler tout à l'heure. Mais ma toute première question va au directeur pour nous dire ce qui a motivé réellement l'élaboration d'un tel document quand on sait que le plan sectoriel de l'éducation existe et les préoccupations, la vision de toute façon que le gouvernement veut assigner à l'enseignement technique est déjà contenue dans le plan sectoriel de l'éducation. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration d'un tel document de stratégie? Merci Marcel Toyi pour votre question. Et le plan sectoriel de l'éducation, c'est ce document de référence au niveau de tout le secteur de l'éducation et qui prend en compte donc aussi bien l'enseignement supérieur que l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'enseignement primaire. Maintenant, il faille qu'au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous puissions aller dans les détails pour voir quelles sont les voies et moyens pour que ce sous-secteur puisse véritablement jouer son rôle, celui donc de pouvoir à l'économie nationale la main-d'œuvre qualifiée. Et donc, tenant compte des spécificités de ce sous-secteur, une stratégie a été élaborée. Et c'est justement ce que nous réunissons ici aujourd'hui. Tout à fait. Alors, nous savons que vous avez travaillé longtemps avec le directeur que vous avez remplacé, qui est aujourd'hui consultant et honorable député à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà, à la validation, il nous a dit qu'en fait, il est aussi admis à la retraite. Oui. Bien, on ne pouvait pas réaliser quand même cette émission sans quand même le temps de micro pour nous dire, pour se prononcer sur l'enjeu de ce document très important, puisque c'est avec lui que vous avez commencé le travail avant que lui il ne se retire pour être appelé à d'autres fonctions. Nous allons suivre l'honorable et consultant qui était le directeur de la DRCP. En 2012, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a mené une étude sur le développement des compétences, c'est-à-dire l'élaboration de la carte de développement des compétences techniques et professionnelles. Et lors de cette étude, un diagnostic a été posé. Le diagnostic a révélé des insuffisances, des faiblesses
le problème des jeunes diplômés qui sortent de notre système, les curricula qui ne sont pas adaptés aux réalités du marché du travail. Ensuite, toujours en 2012, l'Agence française de développement nous a accompagnés aussi toujours dans une étude qui est intitulée « Étude sur le post-primaire et le développement des compétences ». Le diagnostic posé aussi révélait les mêmes insuffisances, les mêmes faiblesses. Lors de l'élaboration du plan national de développement 2018-2022, il y a eu un diagnostic département ministériel, pas département ministériel. Et arrivé au niveau de notre département, les mêmes insuffisances, les mêmes faiblesses ont été constatées. Et lors des diagnostics successifs posés au moment de l'élaboration des plans sectoriels de l'éducation, on nous posait toujours les mêmes faiblesses, les mêmes insuffisances. Devant ce constat amer, il fallait prendre nos responsabilités. Et c'est ce que nous avons fait en ce moment-là, en nous adressant à nos supérieurs hiérarchiques d'antan, en leur proposant l'élaboration d'une stratégie de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et il s'agira évidemment de doter notre système d'un document fiable qui servira de plaidoyer auprès de nos partenaires. Voilà ce qui a motivé l'élaboration de cet important document qui est la stratégie. C'est l'occasion pour remercier sincèrement le gouvernement, sous le leadership éclairé de son Excellence le Président Faure, et qui a accepté s'adresser à l'UNESCO pour nous accompagner dans l'élaboration de cet important document. Voilà, nous avons suivi M. Adiaklo, voilà, c'est son nom. Et avant d'entrer véritablement dans le détail, la télévision togolaise a couvert et diffusé au journal de 20h ce reportage sur la télé de validation. On va revivre comment les choses se sont passées à l'hôtel Sarakawa, puisque c'est là-bas que la validation a eu lieu. Nous avons eu la chance d'y prendre part. Suivons donc le reportage de cet atelier très important de validation sociale, puisque pour tout document, il y a la validation sociale et la validation politique. Voilà, on va suivre comment les choses sont passées. Un regard à la loupe de l'enseignement technique et professionnel laisse voir des faiblesses. Formation peu adaptée aux besoins du marché de l'emploi, insuffisance du financement. La nouvelle stratégie veut rendre le sous-secteur plus dynamique et proposer des compétences pour l'emploi. L'approche pour aboutir à de nouvelles techniques est facilitée par l'UNESCO. Plus de 409 milliards de francs CFA sont nécessaires pour traduire la nouvelle orientation dans les faits. Voilà, merci. Alors, Madame Adjognon, vous êtes conseillère juridique et vous avez suivi depuis le début tout le processus d'élaboration de ce document très important. Et ce que les téléspectateurs veulent savoir, quelle différence y a-t-il entre l'ETFP et le META? Je voudrais commencer par dire que ETFP, littéralement, signifie enseignement technique et formation professionnelle. Et le META, c'est ministère, enseignement technique et artisanat. Vous comprenez que ETFP et META se recoupent quelque part avec l'ajout artisanat pour le META. Donc aujourd'hui, le META, c'est le ministère qui est délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, mais en son sein comporte l'enseignement technique et la formation professionnelle que le département pilote. Donc voilà ce que je peux dire. Il n'y a pas eu de différence entre le TFP et le META, mais les deux s'imbriquent pour former un tout. Tout à fait. Monsieur le directeur, un complément? Oui, peut-être un complément. D'abord, le ETFP, c'est pour désigner, à mon entendement, le système ETFP, en fait, qui peut, je dirais, l'ensemble des acteurs, institutions et dispositifs qui concourent à l'acquisition de savoir et de savoir-faire pour l'emploi. Et comme Madame l'a dit, le META, c'est, je dirais, le département ministériel qui s'occupe ou bien qui a la mission donc, de conduire toutes les actions en matière de formation. Et donc, c'est ce ministère-là qui a reçu, qui doit traduire dans les faits, je dirais, la politique.
de l'État en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle. Voilà, revenons maintenant à notre sujet, le document qui a fait l'objet de validation. Ma toute première question, voilà, là vous allez vous partager vraiment la réponse parce que c'est une question qui est au cœur vraiment de cette émission. Nous savons que le document qui a été validé la dernière fois comporte 4 axes clés. Voilà, le premier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance du système ETFP. Alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent depuis le début, ETFP, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le deuxième axe porte sur l'amélioration de l'accès et de l'équité du système ETFP. Le troisième axe repose sur le renforcement de l'attractivité de l'ETFP. Et le quatrième, c'est l'accroissement du financement de l'ETFP. Alors, vous êtes vraiment bien placés, hein, les deux cadres du ministère, vous êtes bien placés pour nous éclairer sur l'essentiel de ce que nous pouvons retenir axe par axe. On commence par Madame. Bien, merci. Avant de passer aux axes et de pouvoir dire concrètement ce que c'est, je voudrais dire aux téléspectateurs quel est l'objectif que vise la stratégie, voilà, en une phrase. Hein. Donc, vous savez que le sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle a une grande mission, c'est de pouvoir produire une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux besoins du marché du travail. Il ne suffit pas de former pour former, il faut mettre les moyens, former de sorte que les apprenants qui sortent du système aient la main et que véritablement les compétences correspondent à ce que le marché du travail recherche. Et de ce point de vue, il a été nécessaire de transformer le système en vue de contribuer donc à la formation inclusive. Ça veut dire que tous les acteurs viennent ensemble pour forger cette main-d'œuvre recherchée sur le marché du travail afin d'impacter positivement le développement économique de notre pays. Voilà l'objectif phare ou principal. Qui se retrouve de façon transversale au niveau des 4 axes. Exactement, qui va se ressentir de façon transversale au niveau des 4 axes. Maintenant, par rapport au premier axe, je commence, puisque la question m'a été adressée en tout cas. Par rapport à la gouvernance du système de l'ETFP, je peux commencer par dire que plusieurs initiatives ont été prises et sont en cours de mise en œuvre pour l'amélioration de la gouvernance du système ETFP. Et donc, le cadre institutionnel est en train d'être revu. Et je voudrais porter un regard particulier sur l'Institut national de formation et de perfectionnement professionnel dédié à la formation des formateurs. L'INFPP. Voilà, l'INFPP actuellement dans la danse de la réforme avec l'appui de l'UNESCO et autres partenaires. Tout ça là fait partie du package de l'amélioration de la gouvernance du système. Il y a des tests juridiques et réglementaires en cours d'élaboration également pour recadrer la gouvernance de sorte qu'il y ait beaucoup plus d'efficience et d'efficacité dans la gouvernance et le pilotage du système ETFP. Voilà par rapport à l'amélioration. Je ne sais pas si le directeur a quelque chose à ajouter avant qu'on le poursuive avec les autres axes. Voilà, donc monsieur le directeur, vous avez la parole. Oui, bon, peut-être ajouter l'importance même de ce axe-là à la lumière de l'analyse diagnostique qui a été faite, des difficultés ou insuffisances qui ont été relevées par rapport à la gouvernance. Il a été constaté que la gouvernance de l'UTFP est un peu trop centralisée et peu inclusive de toutes les parties prenantes. Et aussi, la planification est peu outillée. Vous savez qu'aujourd'hui, une structure qui n'a pas une planification assez outillée, elle fait un peu les choses à l'aveuglette. Voilà. Et donc, au vu de ces analyses qui ont été faites, il y avait nécessité donc d'améliorer donc la gestion au quotidien de notre sous-secteur. Et c'est donc pourquoi un axe entier y a été dédié. Et comme Madame le disait tantôt, il y a une panoplie d'initiatives qui sont déjà en cours de mise en œuvre
pour justement permettre à ce que la gouvernance soit améliorée. C'est le début de toute chose pour l'amélioration de la qualité et de la pertinence des offres de formation. Un point important sur lequel nous sommes attendus. Si ce n'est pas bien géré, ces points devront être bien coordonnés parce que, il faut le dire, la formation professionnelle, c'est un domaine où il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il faut donc bien coordonner, bien gérer pour que les attentes puissent être au rendez-vous. Oui. Alors, autre chose, par rapport au premier toujours par rapport à la gouvernance, à l'amélioration de la gouvernance, des idées sont en train d'être mûries pour véritablement revoir le fonctionnement au niveau des établissements et centres de formation aussi, pour voir dans quelle mesure on pourra les réorienter ou revoir leur mode de fonctionnement pour leur permettre. Vous savez que l'enseignement technique et la formation professionnelle, le directeur Oulou vient de le dire tantôt, le sous-secteur a des spécificités. Pour former, il faut avoir beaucoup de ressources parce qu'il faut financer les équipements et autres. Du coup, de la manière dont les établissements et centres de formation technique et professionnelle peuvent fonctionner pour générer des ressources et financer les équipements, tout ça là fait également l'objet de réflexion pour revoir le mode de fonctionnement des établissements et centres de formation technique et professionnelle et leur permettre de générer donc des ressources et s'autofinancer et ne pas tout attendre du budget de l'État, de sorte qu'il y ait d'efficience et beaucoup d'efficacité dans la formation et la qualité où on attend le sous-secteur. J'ajouterai, vous le permettez, sur cette question. Quand vous allez ajouter, vous enchaînez en même temps avec l'axe 2 qui touche l'amélioration de l'accès et de l'équité dans le système. D'accord, merci. Il faut penser aussi à la flexibilité de ces établissements-là qui sont restés longtemps attentistes. Et il faut des tests pour leur permettre de pouvoir offrir l'offre de formation qui sera commandée par la demande. Aujourd'hui, cette offre-là est un peu rigide. Et c'est dans ce schéma que nos structures continuent pas à évoluer. Il faut des tests donc, pour leur permettre donc, vraiment un peu plus flexible dans l'offre. Donc vous me demandez d'aborder avec l'axe 2, amélioration de l'accès et de l'équité. Mais avant ça, vous revenez un peu sur le diagnostic, quelques éléments du diagnostic qui ont amené à retenir cet axe-là. Oui, bien évidemment. Justement, tout est parti du diagnostic avant que les axes ne soient définis. Et il a été révélé à travers les analyses diagnostiques que nous avons un ETFP où l'accès et la participation sont assez faibles. Et puis la couverture nationale n'est pas équilibrée. Et l'accès des filles... Ça veut dire qu'on peut trouver certains centres dans des zones, ailleurs il y a le besoin. Mais voilà, il n'y en a pas. Voilà. On dénombre ça fait que les gens sont obligés d'aller faire par exemple l'enseignement général. Alors qu'ils ont le besoin plutôt de se faire former à l'enseignement technique. Exactement. Et aujourd'hui, il faut relever que nous avons jusqu'à 14 préfectures sur les 39 qui ne disposent pas des centres publics de formation technique et professionnelle. Ces populations sont obligées donc d'aller que vers l'enseignement général. Et c'est des anomalies qu'il faut corriger. Tout à fait. Je parlais tantôt des filles qui sont sous-représentées, alors que les filles représentent une proportion importante de notre économie. Surtout dans les filières, industrielles et agro-pastorales. Et les personnes vulnérables. Nous devons faire aussi des efforts pour leur permettre de faciliter leur accès donc, à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Vous comprenez donc l'importance de ce axe-là qui nous demande donc d'améliorer l'accès et l'équité du système ETFP. Voilà. Alors, au niveau du troisième axe, vous allez commencer, Madame va terminer, qui touche la question du renforcement de l'attractivité de l'ETFP. Pourquoi vous voulez rendre l'ETFP attractif? Merci. Qu'est-ce que le diagnostic a révélé? Oui, le diagnostic a révélé beaucoup d'insuffisances par rapport à cette question. Et le faible intérêt? Le faible intérêt. Ce faible intérêt est dû à un cliché comme quoi l'ETFP c'est le corps de la seconde chance. C'est-à-dire c'est lorsqu'on sait chercher partout et qu'on n'a pas pu réussir, alors on vient à l'ETFP. Alors que l'ETFP par contre devait être la voie royale pour aller vers le marché
pays émergents même sont passés par là. Et ces pays ont compris. Et c'est d'ailleurs pourquoi ils sont en avance sur nous. Effectivement. Et donc, ce n'est pas de faire des études longues, ce n'est pas ça seul qui... Il faut rapidement se capaciter à aller pouvoir contribuer à la création de richesses et d'emplois. Et c'est là, l'enseignement technique et la formation professionnelle qui donne cette possibilité-là. Donc, comme insuffisante, c'est d'abord la faible pertinence des offres de formation. C'est-à-dire que nos offres de formation ne sont pas en adéquation ou en phase avec les besoins du marché du travail. Il y a aussi que nous n'avons toujours pas des enseignants qualifiés. Nous avons un dispositif de formation des formateurs qui peine vraiment à répondre. Madame nous disait tantôt qu'il y a des réflexions, des tests pour permettre donc à l'institution de jouer vraiment son rôle. Il y a aussi l'encadrement pédagogique, il ne faut pas oublier. Nos structures déconcentrées, je vais parler des inspections, ils manquent un peu de tout. Ils n'ont même pas de matériel, et ils n'ont pas de locaux, voilà. Et donc là aussi, nous avons des efforts à faire. Et là, pour le personnel d'encadrement, il n'y a que la formation du personnel d'encadrement de tout le gros ministère. Oui. Le MEPSTA prend en compte les inspecteurs aussi de l'enseignement technique. Fort heureusement, et tout dernièrement, donc, le gouvernement a répondu donc, à ce besoin-là. Et je crois dans les 350 élèves inspecteurs, nous avons 55 de l'enseignement technique qui sont actuellement en formation et qui vont bientôt sortir pour venir renforcer cet encadrement pédagogique. Voilà. Donc, tout ceci mis ensemble fait que nous avons un système de formation qui ne répond vraiment pas. Et qui fait que beaucoup ne veulent pas venir. Quand vous avez un frère qui est passé par l'enseignement technique, qui se retrouve au chômage après, est-ce que ça vous attire? Pas du tout. Voilà. Donc, il faut tout faire pour accroître l'employabilité des sortants. Pour accroître l'employabilité des sortants, il faut d'abord améliorer la qualité et puis mettre les dispositifs qui permettent d'accompagner les jeunes dans leur transition vers la vie active. Cela aussi a manqué longtemps. Et tout ceci fait que nous formons et nous continuons par gonfler le stock de chômeurs. Tout à fait. Voilà. Cette stratégie veut changer cette façon de faire. Attractivité de l'ETP, madame, vous avez des compléments? Oui, en fait, avant ça, l'accès de tous et de toutes à l'enseignement technique est une question qui tient vraiment à cœur au gouvernement et aux premiers responsables du département. De sorte que surtout la question des filles, la présence des filles dans les filières industrielles et agricoles soit véritablement prise en compte et voir quelles sont les actions concrètes à mener sur le terrain pour encourager la gente féminine à embrasser ces filières-là et inverser la tendance ancienne, hein, qui fait que lorsque vous allez dans les filières tertiaires, vous allez voir 100% de filles dans les spécialités de secrétariat. Et lorsque vous allez en génie civil, les G2. Voilà, les G2. Enfin, non, la G2, c'est encore bon. Le secrétariat, c'est la G1. Et là, c'est devenu l'apanage des filles. Nous ne voulons plus ça. Donc, l'enseignement technique, enfin, je ne veux pas dire par en guerre. Est-ce qu'elles sont informées qu'il y a très peu de chances de s'insérer sur le marché du travail si elles passent par ce genre de filière? Non, en fait, ce n'est pas très peu de chances de s'insérer. Mais lorsque tout le monde fait la même chose, ça devient un problème à gérer. Donc, nous voulons quand même inverser un peu la tendance, encourager les filles, hein, avec l'appui des gouvernants, donc encourager les filles à embrasser ces filières-là, de sorte que dans notre pays, lorsqu'on lance des chantiers de routes, etc., qu'on puisse voir des filles dans des caterpillars en train de faire les routes. On ne veut pas voir les filles seulement en train de prendre des notes, non. Ça suffit comme ça. Donc, voilà pourquoi cette question tient vraiment à cœur. L'équité des genres nous tient à cœur. Voilà. La question des personnes handicapées, j'espère que j'utilise la bonne expression. Et l'enseignement technique et la formation professionnelle se veut également inclusif pour prendre en compte, parce que c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle pour toutes et tous. Il ne faut pas que quelqu'un soit laissé sur le carreau. Il faut que la formation professionnelle, l'enseignement technique soit disponible pour tout le monde, de sorte que le marché de l'emploi puisse également utiliser tous les citoyens. Parce que c'est quand même un droit d'avoir accès à l'enseignement technique et la formation professionnelle. Maintenant, par rapport à l'attractivité, effectivement, le diagnostic l'a révélé, le sous-secteur
est soit mal connue ou peu connue. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations. Il n'y a pas d'informations, les parents n'ont pas l'information, les apprenants du secondaire 1 n'ont pas l'information. Bon, les apprenants s'orientent, c'est à qui mieux. Voilà, c'est à qui mieux ou bien l'apprenant s'oriente parce que ben, ma copine est en G1, eh ben, j'y vais. Ou, voilà, il n'y a pas d'information. Donc le sous-secteur est soit mal connu, soit peu connu, et donc les informations manquent cruellement au public, ce qui a justifié même l'organisation de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour mettre des coups de projecteur sur le sous-secteur et parler au public de ce que c'est le sous-secteur, ses filières, vous entrez où, vous sortez où. Et les actions de sensibilisation ont été multipliées et continueront par être faites pour véritablement informer le public, les parents, parce que vous voyez, la question d'orientation aussi est au cœur de ces débats, ce qui fait qu'entre parents et apprenants, parfois c'est la guerre, et c'est le diktat parfois du parent qui passe, et l'enfant veut faire génie civil, le parent dit non, l'enfant de mon voisin a fait G2, il faut que tu sois comptable, et l'enfant s'engage et après ça ne marche pas. Lorsque le parent et l'apprenant les deux ont les mêmes informations et sont éclairés, et bien ça permet un débat démocratique pour le choix de la spécialité pour l'apprenant. Donc c'est de communiquer davantage sur le sous-secteur pour que le public soit véritablement informé et que les questions je suppose que vous devez avoir un bon plan de communication opérationnelle. Exactement. La stratégie a prévu. La stratégie a prévu un plan de communication. Okay. On va aborder le dernier axe donc, de cette stratégie de l'enseignement technique de la formation professionnelle qui porte sur le nerf de la guerre. Alors, pour que l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3 puissent être véritablement mis en œuvre, pour qu'on voit un nouveau visage de l'enseignement technique de la formation professionnelle, il faut des financements. Et le directeur va nous dire les dispositions prises dans la stratégie, en tout cas ce qui est prévu dans la stratégie pour une bonne mobilisation des ressources, que ce soit par l'État que par les partenaires qui vous accompagnent. Voilà, merci. Avant d'aborder cette question, je voulais revenir un peu sur la question de la qualité. Un élément important, ce sont les équipements. Ouais. Le matériel, l'équipement, les matières d'œuvre. Ouais, parce que les gens ne comprennent pas que le privé soit plus équipé que le public. On ne peut pas faire l'enseignement technique, la formation professionnelle sans les équipements qu'il faut. Sinon, ça serait faire un enseignement général déguisé. Et je crois que c'est un peu ce que nous vivons depuis quelques années maintenant, parce que tous les équipements que nous avons ne répondent pas. Des efforts ont été faits ça et là, mais je crois que nous devons renforcer cela, renforcer nos structures de formation dans les équipements dont ils ont besoin. Voilà, donc pour l'axe 4 qui aborde le financement, vous l'avez si bien dit, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas un axe qui est consacré au financement? Parce que le diagnostic a relevé aussi que c'est un sous-secteur qui est sous-financé. D'ailleurs, lorsque nous prenons le secteur de l'éducation dans son ensemble, l'arbitrage intrasectoriel est à la défaveur de l'ETFP. On est à moins de 7% du budget alloué à l'éducation. Et ce financement n'est vraiment pas à la hauteur, je dirais, des ambitions. Ouais. Voilà. C'est donc pourquoi nous passons mobiliser tous les acteurs autour donc, de l'ETFP. Et très bientôt, avec l'autorisation, l'onction donc des plus hautes autorités, nous allons procéder à l'organisation d'une table ronde des partenaires pour financer cette stratégie-là. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, à travers les 4 axes qui ont été développés, vous comprenez que beaucoup de choses ont commencé par se faire. Et justement, beaucoup de participants, à la suite des présentations qui ont été faites lors de l'atelier de validation, beaucoup ont posé la question de savoir si c'est maintenant que la stratégie va commencer par être mise en œuvre ou bien elle a déjà commencé. C'est vrai que le directeur est sur le plateau, mais nous allons écouter la réponse qu'il a donnée aux participants dans la salle. La stratégie telle qu'elle est présentée est déjà en cours de mise en œuvre. Il y a beaucoup d'activités qui sont déjà en cours de mise en œuvre. Nous sommes déjà en avril, 4 mois sont en train de s'écouler dans l'année 2022. J'avoue que pour beaucoup d'activités, au moins les termes de financement sont déjà élaborés, ou bien c'est le document de planification. En tout cas, quelque chose est déjà fait sur ces différentes activités que nous avons capitalisées dedans.
Donc je voulais rassurer les uns les autres sur cet aspect-là, que nous sommes vraiment dans la bonne voie. L'essentiel maintenant, c'est que nous puissions mobiliser toutes les énergies pour que nous puissions traduire dans les faits. Voilà. Donc le directeur a rassuré que beaucoup de choses ont déjà commencé et au fur et à mesure que nous avançons, on va voir les résultats probants de ce qui est attendu des 3 axes. Et pour ne pas dire des quatre axes. Maintenant, monsieur le directeur, avant que la conseillère juridique ne se prononce, ce document dont nous parlons aujourd'hui, vous l'avez dit dans la salle, que c'est un document d'orientation et de plaidoyer. Expliquez-nous concrètement ce que vous avez dit. Merci Marcel Toyi. C'est un document de politique et donc un document d'orientation qui nous dit un peu dans quel sens maintenant nous devons faire la formation. Et définir les axes d'intervention. Et ce document est assorti d'une matrice d'action qui est budgétisée. Donc toutes les actions qui vont être mises en œuvre sur les 5 prochaines années et les résultats attendus, tout est clair dedans. Maintenant, nous disons que c'est aussi un document de plaidoyer parce que c'est avec ce document que désormais nous irons vers nos partenaires. Il ne s'entend pas qu'on puisse se lever aller vers les partenaires sans rien sous la main. Maintenant, nous avons une vision claire de ce que nous voulons faire et donc ce document va nous servir de document de plaidoyer, de négociation. Lors de la table ronde avec les bailleurs que nous projetons dans les jours et semaines et mois à venir. Tout à fait. Voilà. Alors, madame, un complément? Document de l'orientation, document de plaidoyer. Oui, c'est véritablement un document d'orientation parce que, comme l'objectif général le dit, c'est la nouvelle orientation, donc c'est de transformer en profondeur le sous-secteur UTFP de façon à faire répondre ce sous-secteur davantage à la mission qui lui est assignée. Donc c'est un document de politique de réorientation, de transformation du sous-secteur UTFP. Document de plaidoyer, oui, parce que comme le directeur Oulou vient de le dire, eh bien, ça va, c'est avec ce document que nous irons parler au nom du sous-secteur près des partenaires. C'est ce document qui va être le fondement de la grande rencontre que le sous-secteur ou le META envisage avec tous les partenaires pour examiner et voir toutes les la part actions. que chacun veut prendre pour vous accompagner. La part que chacun veut prendre de sorte à permettre que cette stratégie soit véritablement dynamique et que les résultats escomptés soient atteints. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous voulez voir où se trouve réellement la concrétisation de tous ces axes, il faut aller dans les centres de formation créés et pilotés par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous avons, dans le cadre de cette émission, tendu le micro à certains chefs d'inspection pour nous dire les filières qu'on retrouve d'une région à une autre. Alors, on quitte Tapamé pour aller dans la centrale, dans la Kara et dans la savane. On va donc écouter ce directeur. Les offres de formation dans les plateaux sont très variées, surtout dans le domaine industriel et artistique, avec le CEA de Kpalimé qui offre la formation en céramique, en sculpture, en batik, en coupe-couture, en coiffure, en cuisine. Et le CRETEP Kpalimé qui offre la formation en froid climatisation, en mécanique automobile, en menuiserie bois, en électricité auto, en mécanique d'entretien, et en électricité d'équipement, en maçonnerie, en plus des séries tertiaires G1, G2, G3. Le lycée d'Atakwame offre également pratiquement les mêmes spécialités. En plus de cela, il y a des privés qui offrent une pléthore de formations, surtout les BT, génie civil, génie électrotech. Dans la région des Savanes, nous avons les privés et le public. Nous avons 5 publics et 6 privés. Nous avons Adapon, le CFTP, où ils forment l'électricité d'équipement et la maçonnerie. À Mango, nous avons LETP, le lycée d'enseignement technique et professionnel, qui forme
en tertiaire, G2, G3, en industriel, un cycle long F4 et le cycle court en 4 spécialités. Il y a la maçonnerie, l'essai d'équipement, la menuiserie et la plomberie sanitaire. Quand nous venons à Dapon, nous avons le KTP où il y a aussi le tertiaire G2, G1, G2, G3 et F3. Dans la région centrale, l'enseignement technique offre plusieurs types de formations et les filières sont diversifiées. Au niveau industriel, cycle court, nous formons en CAP et BT. En CAP, nous avons la plus grande filière qui est la filière maçonnerie, avec un effectif qui dépasse 1000 apprenants, suivi de l'électricité d'équipement. Là aussi, les effectifs sont très élevés. C'est une filière très sollicitée qui forme en 3 ans au CAP. Et en dehors de ces 2 grandes filières, au niveau CAP, la région centrale forme en mécanique, d'entretien. La région forme également en mécanique automobile, CAP en chaudronnerie. Et nous avons des formations CAP également en menuiserie. Et au niveau de Tchamba, nous formons en CAP agropastoral, nous formons en CAP cuisine et restauration, ça vient d'être créé. La région de la Kara couvre pratiquement tous les niveaux de la base, en commençant par le CFA. Et nous avons maintenant les CAP classiques qui sont offerts par les structures d'État pratiquement dans 5 préfectures sur les 7 de la région. Et en plus des CAP, nous avons les BT qui forment également et de façon plus professionnelle au-delà des cycles tertiaires. Notre établissement phare dans la région, c'est le CRETFP. Nous avons aussi une spécificité dans la région par rapport à la formation en agriculture. Nous avons la chance d'avoir le centre SIDAP qui est expert en la matière. Il y a le CET Cantel qui forme en CAP, le CET-PIA qui est le collège d'enseignement technique le plus grand de la région, qui forme en CAP aussi et en BT, le CRETFP qui forme en CAP, à Pagoda nous avons un CFTP, à Bafilo nous avons un CFTP, dans Bassar nous avons la chance d'avoir 2 CFTP, le CFTP de la ville, Bassar même et celui de Sanda. Vous avez vu de façon concrète sur le terrain les centres de formation qui sont pilotés de toute façon gérés par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Alors la dernière fois à la validation sociale de ce document, le directeur n'était pas seul à répondre aux préoccupations suite aux présentations de tous les axes. Il n'était pas seul à répondre à toutes ces questions. Certains chefs de division, les inspecteurs de l'enseignement technique bien entendu, ont contribué à éclairer de toute façon le public et nous avons capté certains d'entre eux que nous vous demandons de suivre. Le conseil d'apprentissage, c'est un corps qui n'existe pas encore. L'orientation des filles vers les filières industrielles, leurs besoins qu'on est en train de satisfaire n'est pas suffisant. Nous parlons d'anticiper sur les besoins en compétences exprimés par les orientations des secteurs de développement de notre pays. Est-ce que vous avez un commentaire suite à tous ces interviews et autres là que nous venons de passer? Je laisse la primauté. Non, en fait, un commentaire, c'est de toute façon, ça va dans la droite liste de ce que nous sommes en train de dire ici. Le corps des conseillers en apprentissage qu'il faut activer. La question des filles que je venais d'aborder. Quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure. Voilà, qui l'a soulevé tout à l'heure. Donc je pense que ça va dans la droite ligne du débat que nous sommes en train de mener ou des échanges que nous sommes en train de faire ici. Donc je ne fais pas trop de commentaires, sinon que de dire que en fait il faut tout est en marche. Ouais, tout est en marche. Tout est en marche. Et il faut quand même rendre, pas passer sous silence
le grand effort que le gouvernement est en train de faire pour soutenir ce sous-secteur des investissements. Mais comme nous l'avons dit, le gouvernement ne peut pas tout faire seul. C'est lourd, l'enseignement technique et la formation professionnelle, c'est lourd et il faut vraiment soulager ou venir au secours de tout ce que le gouvernement fait actuellement, que nous saluons à travers le chef de l'État. Nous saluons tout l'effort du gouvernement, mais nous disons que beaucoup d'efforts restent à faire et donc que le sous-secteur doit se prendre en charge véritablement pour compléter ce que l'État fait déjà et pouvoir répondre à la mission qui lui est assignée. Merci. Monsieur le directeur, la dernière fois dans la salle, moi je faisais le bon journaliste, j'enregistrais toutes les préoccupations pertinentes soulevées par les passés, parce que vraiment la présentation du document de stratégie a suscité beaucoup d'intérêt. Et pour la gouverne des téléspectateurs, nous allons revenir sur certaines questions et c'est vous qui allez répondre à toutes ces questions. Alors, les gens voulaient savoir, est-ce que le document de stratégie est pour seulement le ministère ou bien il y a d'autres ministères à fonction transversale aussi qui sont concernés, en dehors des bailleurs dont nous avons parlé? D'accord. C'était une des préoccupations. Oui, importante. Il faut le relever, la stratégie se veut une stratégie holistique du système de l'UTFP. Et le système de l'UTFP n'est pas seulement fait par le ministère, quoique ayant le lead. Voilà. Tous les ministères transversaux et même au-delà, tous les acteurs, il y a le privé qui fait pas mal dans l'enseignement technique, peuvent trouver leur compte dans cette stratégie, qui est un document aussi d'inspiration, puisqu'il donne les orientations désormais quand vous voulez faire l'UTFP. Voilà ce que je pourrais dire. Autre question, c'est la question des IFAD, les instituts de formation agricole, qui ont été créés par le gouvernement. Est-ce que ces instituts s'inscrivent dans le document de stratégie? Il faut commencer par dire à la suite de madame un grand merci pour le chef de l'État pour ces joyaux qu'il est en train de mettre en place, qui coûtent pas les moindres en tout cas. Et je dirais que c'est un élément de la stratégie, puisque la stratégie demande à ce que nous puissions mettre en place aussi, offrir des formations innovantes. Innovantes en ce sens que ce soit des formations ciblées qui permettent aux bénéficiaires de pouvoir directement aller travailler. Et les IFAD s'inscrivent bien dans cette dynamique. Et il est prévu 10 IFAD, nous sommes déjà au 3e, et le 4e en préparation. Et d'ailleurs, même lors de la validation, même dans le processus, les IFAD étaient là. Nous avons travaillé ensemble. Ils étaient représentés donc à la validation. Au-delà des IFAD, il y a aussi le centre d'excellence pour la formation technique et professionnelle qui est en cours de mise en place au niveau de la PIA, de la plateforme industrielle d'Adéticopé, où vont se développer des chaînes de valeur, des unités de production vont se mettre en place. Qui dit unité de production dit alors des besoins en compétences. Voilà, qui répond effectivement à une des missions de votre ministère, qui est de préparer les compétences dont tu as besoin de l'économie togolaise. Exactement. Et puis notre stratégie, c'est la stratégie de l'UTFP, des compétences pour l'emploi et pour la transformation de l'économie nationale. Et donc il y a de quoi que nous puissions accompagner le Togo dans l'émergence qu'il recherche en offrant donc les compétences en qualité et en quantité dont il a besoin. Tout à fait. Il y a une question à laquelle madame va répondre tout à l'heure parce que c'est de son domaine, la question juridique, mais permettez qu'à la suite donc, de ce que vous venez de dire, qu'il y a un lien entre cette stratégie et la plateforme industrielle d'Adéticopé et les IFAD, etc. En tout cas, c'est votre directeur adjoint à qui nous avons tendu le micro à la suite d'une des préoccupations soulevées qui consistait à demander en quoi l'enseignement technique de la formation professionnelle est promoteur d'un avenir pour les jeunes. Nous allons écouter le directeur adjoint de la direction de la statistique, de la recherche et de la planification. Merci. Aujourd'hui, c'est un constat amer de voir que beaucoup
de chômeurs sont ceux qui ont fait des parcours dans des filières théoriques sans aucune expérience professionnelle. Et ils se cherchent, ils n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail. Alors, c'est pourquoi nous avons inscrit en bonne et due forme cette activité qui consiste à sensibiliser l'ensemble des jeunes en âge de scolarisation, en âge d'apprendre un métier pour s'intéresser à l'acquisition des compétences pratiques à l'exercice d'un métier, ce qui permet à tous ceux qui se sont intéressés à ces métiers de s'insérer sur le marché et gagner leur vie. Ceux qui sortent de l'enseignement général, ils ont des diplômes certes, mais ils n'ont aucune compétence pratique pour leur permettre de s'insérer sur le marché du travail. Lorsque nous prenons les étudiants sortis des cycles de formation dans les universités, c'est le même constat amer qui met en difficulté le jeune lui-même, sa famille qui a longtemps investi de gros sous pour sa formation, mais en fin de compte, il ne sait rien faire, il ne peut pas se prendre en charge, il ne peut pas créer sa propre entreprise à partir d'une compétence pratique qu'il a lui-même maîtrisée. C'est pourquoi nous encourageons toute la jeunesse, tous les enfants en âge de scolarisation, en âge d'apprendre un métier, de s'intéresser au métier. Apprendre un métier n'exclut pas qu'on évolue sur le plan scolaire et académique. Nous encourageons fortement les décideurs à ce qu'ils permettent un mécanisme d'immersion professionnelle de tous les jeunes enfants sur les bancs de l'école pour que parallèlement à leur évolution scolaire et académique, qu'ils acquièrent des compétences professionnelles dans l'exercice d'un métier, ce qui leur permettra de gagner leur vie en attendant qu'ils gagnent le poste pour lequel ils ont fait de longues études, qu'ils ont eu de gros diplômes. Ça n'empêche pas d'avoir un métier à sa main, à sa portée, pour que, quelle que soit la situation, que l'on puisse vivre du métier. Voilà, nous remercions donc le directeur adjoint. Madame, nous tendons pratiquement vers la fin donc, de cette émission, mais il y a une question importante qui relève de votre domaine, la question juridique. Elle a été soulevée lors de l'atelier de validation au niveau de tous les axes. Hein, voilà, il était question de mettre une empreinte juridique à toute action que vous voulez et que vous entreprenez pour la mise en œuvre de la stratégie. Pourquoi c'est aussi important? Oui, voyez-vous, la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est élaborée par le sous-secteur. Mais dans sa mise en œuvre, la mise en œuvre, j'allais dire, ne va pas être faite en vase clos. Il y a plusieurs acteurs qui viendront dans une synergie d'action pour mener à bon port ce bateau. Et donc, pour asseoir véritablement les actions à mener et leur donner un bon fondement, un fondement légal et juridique, il faut encadrer ça. Et c'est ce qui justifie qu'à tous les niveaux, on insiste sur le cadre juridique, prendre un test, etc., pour véritablement asseoir et donner la voie juridique à suivre pour bien mener les activités avec l'implication à tous les niveaux de qui de droit, pour véritablement réussir cette mise en œuvre. Tout à fait, merci. Le directeur va clôturer donc l'émission, mais bien avant, votre patron, le ministre, a été interviewé lors de la semaine de l'ETP, où il a lancé un message très fort à l'endroit de ses collaborateurs, depuis le niveau central jusqu'à la base. Nous allons écouter donc le ministre, et à la suite du ministre, le directeur va dire son dernier mot pour boucler cette émission. J'appelle à la conscience de chaque cadre du ministère, de chaque employé du ministère, au travail bien fait, au travail, à la cohésion et à la solidarité du groupe. Parce que le résultat attendu, c'est pour nous tous. Lorsque nous allons réussir à assumer nos missions, en ce moment, celui qui nous a fait confiance, il va nous applaudir. Nous applaudir. Monsieur le directeur, de toute façon, les autorités attendent de vous applaudir. Hein. Tous les acteurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de la stratégie, ils attendent de vous applaudir. Et donc, vous aussi, on attend votre dernier mot. Merci d'abord, M. Marcel Toyi, pour l'invitation, l'occasion que vous nous donnez de parler encore une fois de l'ITFP. Et je crois que cette émission participe aussi à rendre un peu plus visible l'UTFP. Je voudrais revenir avant mon mot de fin
sur les formations innovantes que nous sommes en train d'offrir. Il faut en parler. Et aujourd'hui, nous pensons aussi aux jeunes déscolarisés ou pas scolarisés, aux jeunes qui ne sont plus dans le système éducatif, qui ont déjà eu leur diplôme et qui sont en mal d'insertion professionnelle. Ces jeunes-là, aujourd'hui, nous offrons des formations de courte durée, de 3, 6, 9 mois, voire un peu plus, dans des domaines ciblés, avec des conditions assez précises, de telle sorte qu'après ces formations de courte durée, ils aillent directement sur le marché. C'est dans la CRETAP, c'est dans la CET, c'est à quel niveau? Ce n'est pas forcément dans les structures, comment appelle-t-on, formelles. Et ça peut se faire, je vous donne quelques exemples, dans le métier du numérique. Il y a des cohortes qui ont été recrutées. Et cela, la formation se fait avec, en partenariat avec un opérateur privé, l'IPNET. Il y a aussi une initiative que nous parrainons, le Déclic depuis la France, qui ont initié aussi des formations dans le domaine du numérique. Au niveau du sous-secteur même, nous sommes en train de conduire aussi un processus de formation de courte durée dans les métiers de transformation des produits agricoles. Voilà. Donc voilà des innovations à laquelle la stratégie nous appelle et offrir des formations innovantes et ciblées. Tout à fait. Donc, en mode de fin, déjà, je dirais que tout le processus a connu une mobilisation, comment appelle-t-on, l'intérêt a suscité beaucoup d'intérêt, comme vous l'avez si bien vécu lors de la validation, parce que tous les acteurs étaient présents. Mais nous voudrons donc solliciter à ce que cette mobilisation soit maintenue et que nous puissions maintenant travailler ensemble pour que nous puissions traduire dans les faits cette stratégie pour produire des compétences dont notre économie a besoin et participer véritablement à son émergence. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Il faut interpeller aussi les entreprises, et les administrations, en tout cas tous les consommateurs finaux de nos produits, de la nécessité pour eux de contribuer déjà à la formation de ce capital qu'ils seront appelés à utiliser après. Ils ont de l'intérêt pour cela. Au lieu de continuer à aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs, il faut commencer par mettre la main dans la pâte. Tout à fait. Merci, monsieur le directeur. Oui, madame, votre mot de fin. Merci pour cette invitation qui véritablement participe effectivement à la visibilité du sous-secteur ETFP. Alors, je voudrais lancer un appel aux partenaires, à tous les partenaires, pour nous appuyer le sous-secteur dans la mise en œuvre de cette stratégie. C'est notre stratégie à nous toutes et à nous tous. Parce que, comme le directeur vient de le dire, tout le monde bénéficie de nos produits finaux. Et donc, c'est dans une synergie d'action que nous mettrons en œuvre cette stratégie au grand bonheur des apprenants et des bénéficiaires du sous-secteur UTFP. C'est le lieu également de renouveler notre gratitude à tout le gouvernement et qui a fait confiance au sous-secteur et qui surtout a fait sien le défi majeur d'offrir une formation de qualité au peuple togolais, puisque la formation technique et professionnelle doit profiter à tout le peuple togolais. Donc nous rendons un hommage mérité au gouvernement avec à sa tête le chef de l'État et avec tout le sacrifice qu'ils font pour soutenir le sous-secteur. Et nous voulons également, en fin de compte, remercier le porteur de ce ministère, le ministre Aoudin, dans ses initiatives qui encouragent et qui propulsent véritablement le département vers le bas. Merci également à tous les téléspectateurs et à très bientôt. Voilà. Merci. Alors, nous disons merci à nos invités qui nous ont fait honneur d'être présents à cette émission. On espère qu'il y aura d'autres numéros pour rentrer de façon fine dans d'autres détails avec d'autres acteurs du ministère, parce que la communication, l'information sur la mise en œuvre de cette stratégie doit se poursuivre pour que le message de toute façon soit bien compris par chacun d'entre nous. C'est sur ce que moi je vous dis merci. Merci vraiment de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.